13h21 de retour dans Trudeau-Landry. Est-ce que c'est un texto planté qu'on vient de recevoir? C'est très drôle. C'est très drôle. Quelqu'un nous accuse de faire une entrevue complaisante avec M. Poilievre. On n'a pas commencé encore. L'auditeur dit « Monsieur Trudeau, Monsieur Landry, quelle entrevue complaisante avec Pierre Poilievre. Je comprends pourquoi il vient vous voir. Je pense que vous n'étiez pas à bonne station. Là. » Ou c'était quelque chose de programmé c'était programmé. Parce qu'il y avait des appels plantés à l'époque par téléphone. J'aurais jamais cru que vous deux puissiez en venir à ça, dit l'auditeur. Le texto termine avec « Vous me dégoûtez ». Oui, c'est ça. Mais maintenant, vous allez devoir être extrêmement méchant pour contredire le courriel qui vient de M. Robot. Ça ressemble à ça pas mal. Vous l'avez entendu en studio, donc le chef du Parti conservateur du Canada, candidat au poste de premier ministre, Pierre Poilievre, qui est en studio avec nous. Je rappelle, avant même de vous poser la première question, M. Poilievre, qu'il y a de multiples invitations qui ont été faites au chef du Parti libéral, au premier ministre, Mark Carney, qui sont tous restés lettres mortes ou refusées. Donc, tout le monde, la porte était ouverte pour tout le monde. Ceux qui veulent venir peuvent venir. M. Poilievre, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation. Ben, merci à vous d'être là. Première question bien simple. Êtes-vous nerveux à ce stade-ci de la campagne? Parce que, finalement, vous ne commenterez pas les sondages et tout ça, mais même Yves-François Blanchet dit que Mark Carney va être élu, que lui, il a besoin d'un mandat fort et tout ça. Vous en êtes où, vous? Encore des chances d'être élu? Monsieur Blanchet a décidé les résultats. OK, c'est fini. On peut aller à la maison. Non, mais écoute, les gens vont devoir choisir. Est-ce qu'ils veulent un changement ou est-ce qu'ils veulent un quatrième mandat libéral? C'est quoi le succès après 10 ans libéraux? C'est la vie coûte plus cher. Nos jeunes ont de misère à avoir accès à la propriété. Il y a encore plus de criminalité sur nos rues. Donc, est-ce qu'on peut s'offrir un quatrième mandat de ça ou est-ce qu'il nous faut un changement? J'ai présenté un plan très clair pour laisser davantage dans les poches des gens, de couper les taxes sur les maisons pour que nos jeunes puissent en acheter une, libérer nos ressources, y compris avec GNL Québec, pour rendre notre économie plus indépendante et souveraine. Donc, je pense que je présente les gens avec de l'espoir. Mais comment vous l'expliquez qu'il y a eu cette recrudescence du vote libéral que ça? Parce que c'est pas la campagne que vous attendiez il y a quelques mois à peine. Mais on verra ce que les gens vont dire. Je ne vais pas spéculer. Est-ce que c'est la peur de Trump? Est-ce que les gens sont guidés par une peur exagérée, selon vous? C'est pas à moi de décider si la mentalité des gens. Les gens peuvent prendre leurs décisions avec la mentalité qu'ils veulent. Moi, je présente une vision pour encore rendre le travail payant, de développer nos économies, aussi de bâtir des logements pour nos jeunes. Mettre fin à la criminalité dans nos rues. Ça, c'est un changement dont on a besoin. Et les gens vont décider s'ils votent pour un changement ou s'ils votent pour garder les mêmes libéraux en place pour un quatrième mandat. Je veux régler quelque chose avec vous qui concerne le comté dans lequel on est assis présentement. Le comté de Québec, Québec-Centre, il n'y a pas de candidat. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui auraient voulu voter conservateur dans le comté ici, qui est en plein cœur de la région de Québec, qui ne peuvent pas voter conservateur? Qu'est-ce qu'ils font? Tu veux commenter ça? Mais vous, votre réponse à quoi comme chef? Mais on aurait dû avoir un candidat. Je comprends, il y a eu un problème administratif qui a mené à ça. Et c'est malheureux parce que vous avez raison, beaucoup de monde aurait aimé voter pour un changement ici au Québec-Centre. Mais je vais encourager les gens de nous supporter à travers la région. Comment? Mais comment? Quand on est dans Québec-Centre, on vote-tu bloc? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que vous dites clairement aux gens qui disent « Moi, je voulais voter conservateur, il faut que je vote pour le bloc ou pour Duclos. Monsieur Duclos, qu'est-ce qu'on fait? » C'est pas un bon choix entre les deux. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On annule? C'est malheureux que c'est arrivé comme ça, mais malheureusement, il y a eu un problème administratif qui a mené à ça. Donc, on annule le vote? C'est pas moi à décider. Les gens sont libres de faire ça comme ils veulent. Parce que votre lieutenant, il a suggéré de voter pour le Bloc québécois. Non. Je peux prendre la parole. Bonjour tout le monde, Pierre Paulus. J'ai clairement dit n'importe qui sauf Jean-Yves Duclos. OK. C'est ça que j'ai dit au Journal de Québec. Et juste pour clarifier la situation, tout le monde le sait, je crois, puis je l'aurais dit, là, la candidate avait été confirmée par Élections Canada. Tout était beau, les documents étaient complets. Le lendemain, il se fait dire non, il manque un document, il est trop tard. Oui. Donc, on a eu sa version. Donc, c'est la version. Le Parti conservateur a envoyé une lettre à Élections Canada. À ce jour, on n'a pas de réponse encore d'eux.
OK, parlons de cadre financier, M. Poilievre. L'exercice a été fait d'un côté par les libéraux samedi, vous l'avez fait en début de semaine. Je voudrais que de façon générale, les deux sont plus ou moins bien accueillis. Probablement le temps que ça a pris avant de le publier et tout ça. Moi, personnellement, j'ai qualifié le cadre financier de Mark Carney de cadre dépensier. C'est comme ça qu'on devrait le qualifier. Mais vous, votre cadre financier, je l'ai qualifié de finance-fiction au lieu de science-fiction. Pourquoi? Parce que comme mon collègue Jérôme, moi, je suis amplement en accord avec une volonté ferme de couper dans la taille de l'État, de retrouver l'équilibre budgétaire et tout ça. Je me demande juste si ce que vous présentez est réaliste. Par exemple, un 23 milliards en consultant, en paperasserie sur 4 ans, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'on peut aller chercher autant que ça sans affecter les services aux citoyens? Oui, et c'est les chiffres du directeur parlementaire du budget. Je lui ai demandé une question. Si on retourne les budgets du gouvernement canadien au même niveau que le gouvernement Harper dépensait sur les consultants, combien d'argent est-ce qu'on économiserait? Et c'est lui qui a calculé le 23 milliards de dollars. Parce que le gouvernement libéral a doublé les dépenses sur les consultants. Votre famille dépense maintenant plus de 1 000 $ en impôts fédéraux juste pour payer des consultants. C'est ridicule. C'est des gens qui sont payés des fois 3 000 $ par jour pour faire le travail qu'un fonctionnaire pourrait faire. Donc, moi, j'ai dit simplement, on était capable de mener le gouvernement avec le moitié de dépenses sur les consultants il y a juste 10 ans. On avait les mêmes services, les mêmes programmes, la même assurance-emploi, tout ça était déjà en place. On a même un militaire qui était encore plus fort que maintenant, sans dépenser 20 milliards de dollars. Donc, on peut simplement retourner au même niveau de dépenses sur les consultants et en faisant juste ça, on économise 23 milliards de dollars à peu près d'ici 4 ans ou annuellement 10 milliards de dollars par la 4e année. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé ce chiffre. L'attrition. Vous avez parlé de ça, donc de ne pas remplacer certains... en fait, c'est un fonctionnaire sur 3 qui ne sera pas remplacé. Oui. Ça, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça ait un impact sur certains services? Puis il y a peut-être des gens qui seraient prêts à vivre avec ça, d'ailleurs, qu'il y ait moins de certains services. Comment ça se peut qu'on a pu fournir tous les services du gouvernement canadien avec 100 000 moins de fonctionnaires il y a 10 ans? Est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup plus de services que vous recevez aujourd'hui? Après 10 ans, on a 100 000 plus de fonctionnaires. Donc, retourner graduellement à un niveau plus modeste avec l'attrition, je pense que c'est réaliste. C'est réaliste et raisonnable de s'attendre à ce qu'on dépense moins sur la bureaucratie. M. Carney, il veut dépenser plus. Il veut ajouter 130 milliards de dollars plus de dépenses au-delà de ce que Trudeau a promis. Et moi, je veux faire le contraire. Je pense qu'on doit couper dans la bureaucratie et dans les consultants, l'aide à l'étranger et j'en passe pour réduire la taille et le coût de l'État. Dans la façon de réduire de 70 % le déficit sur 4 ans, il y a des revenus supplémentaires. Vous parlez d'un 12,8 milliards de dollars pour la construction de logements, de maisons. C'est 2,3 millions de maisons supplémentaires en 5 ans. Puis vous dites qu'on estime que c'est 70 000 $ en revenus à l'État par les impôts payés par les travailleurs et tout ça. Est-ce que vous avez l'assurance qu'on est capable, de soutenir ce rythme de construction-là? Mm-hmm. Est-ce qu'on a la main-d'œuvre pour ce faire? Puis est-ce qu'on ne doit pas craindre une surchauffe qui amènerait une augmentation des coûts à cause donc d'une surchauffe, par exemple, dans le milieu de la construction? Non. En fait, le surchauffe qui existe déjà, c'est parce qu'on n'a pas assez de construction. On a trop de demandes pour acheter des logements, mais pas assez de logements disponibles. C'est comme ça que les prix de logements ont doublé depuis 10 ans des libéraux. Ce que je propose, c'est des mesures très concrètes. Premièrement, on va éliminer le TPS sur les maisons neuves. Ça va stimuler nos 30 000 logements par année. On va inciter des municipalités de réduire leurs frais de construction par un montant d'à peu près 50 000 $. Troisièmement, on va signer des ententes avec les provinces pour obliger les municipalités de permettre 15 % plus de construction par an. Maintenant, c'est très lent. Ça doit accélérer.
Quatrièmement, on va vendre des terrains fédéraux pour bâtir nos 300 000 logements. Ça, c'est un chiffre qui vient d'une grande étude du Globe and Mail qui dit que les terrains du gouvernement fédéral sont capables d'accommoder ces 300 000. Et finalement, on va travailler avec les provinces pour former 350 000 métiers jeunes qui travaillent charpentiers, plombiers, etc. Donc, oui, quand on bâtit plus de logements, on génère plus de revenus. C'est à peu près 10 000 pour chaque logement bâti vient au gouvernement à cause des charpentiers et des entreprises qui paient les impôts. Donc, mais on a besoin de plus de logements. Après 10 ans, le coût du logement a doublé. Il faut que ça change et j'ai présenté un plan pour que ça change. Parlons des dossiers de la région de Québec, M. Poilievre. Le troisième lien, êtes-vous toujours favorable au projet? Parce que là, il y a un problème à Québec. Le Québec a été décoté par Standard & Poor's. Je pense pas qu'il y ait d'argent beaucoup dans les coffres dans les prochaines années. Vous avez toujours supporté ce projet-là. Où en êtes-vous là-dessus sur le troisième lien? Je suis pour. Le gouvernement fédéral a déjà mis à côté de l'argent pour le tramway. J'ai dit que moi, je vais mettre cet argent-là à côté pour un futur troisième lien. Donc, il y a un choix pour les gens dans la région de la capitale nationale. Vous pouvez voter pour les libéraux ou le Bloc pour favoriser le tramway. Le tramway. Ou vous pouvez voter conservateur. Mais il n'y aura pas d'argent à Québec, c'est ça le problème. Pourriez-vous prendre le lead dans ce dossier-là? Il y a des ponts fédéraux qui existent ailleurs au Canada? Je comprends. Non, on va mettre... il va falloir le faire en partenariat avec le gouvernement du Québec. Mais parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de scepticisme dans la région sur le troisième lien, même des plus grands partisans du troisième lien, dont je suis. Il arriverait dans ma cour du côté de Lévis, mais les gens ne croient plus le gouvernement de la CAQ. Si effectivement, il n'y en a pas de projet de troisième lien, il reste que les sommes réservées pour le tramway que vous metteriez dans le troisième lien, Québec va les échapper ultimement. C'est un risque. Le risque... Si le gouvernement de la CAQ ne va jamais de l'avant avec le troisième lien, ce qui est la supposition de bien des gens. Là. L'argent va être mis à côté pour la région de la capitale nationale, pour les autobus, pour l'autre chose, pour autre priorité. Mais les gens nous ont dit clairement qu'ils ne veulent pas un tramway. Et c'est ça le consensus. Ils veulent un troisième lien. Je ne peux pas forcer le gouvernement du Québec de bâtir un troisième lien, mais je suis en faveur. Ça fait du sens. On en a besoin pour la région et pour l'économie de cette grande région du Québec. Pas juste de Québec, mais du Québec. Et c'est pour ça que nous le favorisons. Est-ce que ça pourrait être, mettons, pour des autobus électriques? Parce que là, il y a un candidat à la mairie, Sam Hamad, un ancien ministre que vous connaissez certainement, qui, semble-t-il, va arriver avec des autobus électriques, des SRB, en fait, services rapides par bus. OK. Des autobus avec des voies dédiées. Si on veut, seriez-vous ouvert à financer ça? Oui, je ne vais pas faire une annonce d'une dépense ici, soudainement, juste en entendant l'idée. Vous pouvez, par exemple. Oui. Grand cadeau. Ou de non-dépenses. 3 jours avant des élections. Non, je suis ouvert à ça. Monsieur Hamad est un ingénieur, il est quelqu'un qui fait sa recherche, donc je suis prêt à m'asseoir avec lui pour écouter la proposition. Il n'est pas élu encore, par contre, mais il y a une campagne qui s'en vient. C'est pas annoncé? En fait, il va être candidat, il est candidat à la mairie de Québec. D'ailleurs, vous n'avez pas rencontré le maire aujourd'hui, M. Marchand? Non, je pense pas qu'il est disponible. Non? Je sais pas. Mais non, j'ai pas l'occasion. Je rencontre monsieur et madame tout le monde sur la rue et les médias. Ouais. Tu sais qu'on doit vous laisser partir dans une ou deux minutes maximum. Là, vous faites une tournée des médias plus traditionnels, radio. Je sais que vous allez parler à notre ami Paul Larocque un peu plus tard aujourd'hui. On parle souvent de votre relation un peu plus compliquée avec les médias traditionnels et en opposition, il y a votre sympathie envers les médias alternatifs. Je suis curieux de vous entendre sur comment vous voyez le rôle des médias traditionnels. Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel dans notre démocratie? Est-ce que vous trouvez que ça a pris une mauvaise tangente? Comment vous percevez les médias traditionnels? C'est sûr que c'est en transition, excuse-moi. Évidemment, avec la technologie, il y a beaucoup d'options pour rejoindre les gens. Et moi, je vais parler à tout le monde. Je veux la liberté d'expression, une ouverture d'esprit qui permette aux gens d'écouter toutes les idées de toutes les voix et de prendre leurs propres décisions. Alors, ça l'approche, je pense que c'est positif d'avoir plus de voix au lieu de moins.
Donc, je suis ici, en fin de compte. Donc, c'était un bon signe. Avant de vous laisser aller, il faut absolument qu'on se parle de Donald Trump, M. Poilievre, Okay. avant de partir. Convainquez-nous que vous êtes le meilleur pour faire face à Donald Trump. Les Canadiens semblent penser pour l'instant dans les sondages que c'est M. Carney qui est le mieux placé. Pourquoi ce serait vous qu'on devrait élire pour faire face au président américain? Et tout le monde est d'accord qu'on doit proposer à lui de mettre fin aux tarifs et de renégocier une entente de libre-échange sans tarifs qui protège nos territoires souverains. Mais il n'y a personne qui peut contrôler ce que M. Trump va faire. Ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on fait ici au Canada. Et évidemment, la faiblesse économique nous rend dépendants sur les Américains. Et c'est une faiblesse après 10 ans des libéraux. M. Carney veut continuer avec les mêmes politiques que Justin Trudeau. Il a même adopté la plateforme libérale qui a été rédigée pour Justin Trudeau avec 130 milliards de dollars plus des dépenses. Moi, je vais aller dans l'autre direction, couper la bureaucratie, les consultants, accélérer les projets de ressources naturelles et de construction de logements, couper les impôts pour les travailleurs et inciter plus de production ici au Canada. Bâtissons une pipeline à travers le Canada pour pouvoir acheminer nos ressources outre-mer, approuver le GNL Québec. Comme ça, on va avoir plus de souveraineté économique pour ne jamais être dans la position de dépendre sur un président américain. C'est ça le changement dont on a besoin. Merci d'être passé, M. Poilievre. Merci. Est-ce que vous avez l'impression de jouer votre carrière politique dans les prochains jours? On verra. Au moins, je ne sais pas si c'est le même mot en français, stoïcisme. D'accepter. Tête froide. Oui, on va juste se concentrer sur ce que vous contrôlez. Ouais. Sinon, c'est un gaspillage. Le reste, ça va d'énergie. appartenir aux électeurs. Oui, les gens vont décider et on va survivre. Resteriez-vous comme chef d'opposition? Je vais devenir premier ministre du Canada. C'est ça le but. C'est la raison pour laquelle je suis ici, pour faire changement. Bonne fête de campagne. J'imagine que Toronto va être pas mal dans vos destinations dans les Oui. à lundi, j'imagine. Hein? Oui, dans l'Ouest, jusqu'à la Pacifique, et puis on retourne à Toronto. Merci beaucoup, M. Poilievre, d'être passé. Merci de l'invitation. À la prochaine. Bye-bye. Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada. Courte pause dans Trudeau-Landry, on vient.